Son Excellence Eugène Rougon de Émile Zola. Partie 7, chapitre 7. Vers 7 heures, le soir de son arrivée à Compiègne, Chlorinde causait avec M. de Plouguerne, près d'une fenêtre de la galerie des cartes. On attendait l'empereur et l'impératrice pour passer dans la salle à manger. La seconde série d'invités de la saison se trouvait au château depuis 3 heures à peine, et, tout le monde n'étant pas encore descendu, la jeune femme s'occupait à juger d'un mot chaque personne qui entrait. Les dames, décolletées, avec des fleurs dans les cheveux, souriaient dès le seuil d'un air doux. Les hommes restaient graves, en cravate blanche et en culotte courte, le mollet tendu sous le bas de soie. « Ah, voici le chevalier, » murmura Chlorinde. « Il est très bien, lui. » Mais vois donc, parrain, monsieur Belin d'Orchères, si l'on ne dirait pas qu'il va aboyer. Et quelles jambes, bon Dieu ! Monsieur de Plouguerne ricanait, heureux de ses médisances. Le chevalier Rusconi vint saluer Chlorinde avec sa galanterie langoureuse de bel Italien. Puis il fit le tour des dames, en se balançant dans une suite de révérences rythmées du plus tendre effet. À quelques pas, de Lestan, très sérieux, regardait les immenses cartes de la forêt de Compiègne qui couvraient les murs de la galerie. « Dans quel wagon es-tu donc monté ?» reprit Chlorinde. « Je t'ai cherché à la gare pour faire le voyage avec toi. Imagine-toi que je me suis fourrée avec un tas d'hommes. » Mais elle s'interrompit, étouffant un rire entre ses doigts. « Monsieur Larouquette a l'air en sucre. »« Oui, un déjeuner de pensionnaire, » dit méchamment le sénateur. À ce moment, il y eut à la porte un grand froissement d'étoffe. Le battant s'ouvrit très large et une femme entra, vêtue d'une robe si chargée de nœuds, de fleurs et de dentelles qu'elle dut presser la jupe à 2 mains pour pouvoir passer. C'était madame de Comblot, la belle sœur de Chlorinde. Celle-ci la dévisagea en murmurant « S'il est permis !» Et, comme monsieur de Plouguerne la regardait elle-même, dans sa robe de tarlatane toute simple, passée sur un dessous de faille rose mal taillée, elle continua d'un ton de parfaite insouciance. « Oh, moi, la toilette, tu sais, parrain, on me prend telle que je suis. » Cependant, de Lestan s'était décidé à quitter les cartes pour aller au-devant de sa sœur, qu'il amena à sa femme. Elles ne s'aimaient guère toutes deux. Elles échangèrent un compliment aigre-doux, et madame de Comblot s'éloigna, traînant une queue de satin, pareille à un coin de parterre, au milieu des hommes muets qui reculaient discrètement de 2 ou 3 pas devant le flot débordant de ces volants de dentelle. Chlorinde, dès qu'elle fut de nouveau seule avec monsieur de Plouguerne, plaisanta en faisant allusion à la grande passion que la dame éprouvait pour l'empereur. Puis, comme le sénateur racontait la belle résistance de ce dernier, « Il n'a pas beaucoup de mérite, elle est si maigre. J'ai entendu des hommes la trouver jolie, je ne sais pourquoi, elle a une figure de rien du tout. » Tout en causant, elle continuait à surveiller la porte, préoccupée. « Ah, cette fois, dit-elle, ça doit être monsieur Rougon. » Mais elle se reprit aussitôt, avec une courte flamme dans les yeux. « Tiens, non, c'est monsieur de Marcy. » Le ministre, très correct dans son habit noir et sa culotte courte, s'avança en souriant vers madame de Comblot. Et pendant qu'il la complimentait, il regardait les invités, les yeux vagues et voilés, comme s'il n'eût reconnu personne. Alors, à mesure qu'on le salua, il inclina la tête avec une grande amabilité. Plusieurs hommes s'approchèrent. Bientôt, il devint le centre d'un groupe. Sa tête pâle, fine et méchante, dominait les épaules qui moutonnaient autour de lui. « À propos, » reprit Chlorinde en poussant monsieur de Plouguerne au fond de l'embrasure, « j'ai compté sur toi pour me donner des détails. Que sais-tu au sujet des fameuses lettres de madame de Lorentz ?»« Mais ce que tout le monde sait, » répondit-il. Et il parla des 3 lettres, écrites, disait-on, par le comte de Marcy à madame de Lorentz. Il y avait près de 5 ans, un peu avant le mariage de l'empereur. Cette dame, qui venait de perdre son mari, un général d'origine espagnole, se trouvait alors à Madrid, où elle réglait des affaires d'intérêt. C'était le beau temps de leur liaison. Le comte, pour l'égayer, cédant aussi à son esprit de vaudevilliste,
lui avait envoyé des détails extrêmement piquants sur certaines personnes augustes dans l'intimité desquelles il vivait, et l'on racontait que, depuis ce temps, Madame de Lorentz, belle femme extrêmement jalouse, gardait ses lettres, qu'elle tenait suspendues sur la tête de M. de Marcy comme une vengeance toujours prête. « Elle s'est laissée convaincre quand il a dû épouser une princesse valaque, » dit le sénateur en terminant. Mais, après avoir consenti à 1 mois de lune de miel, elle lui a signifié que, s'il ne revenait se mettre à ses pieds, elle déposerait un beau matin les 3 terribles lettres sur le bureau de l'empereur, et il a repris sa chaîne. Il la comble de douceur pour se faire rendre cette maudite correspondance. Chlorinde riait beaucoup. L'histoire lui paraissait très drôle, et elle multiplia ses questions. Alors, si le comte trompait Madame de Lorentz, celle-ci était capable d'exécuter sa menace. Ces 3 lettres, où les tenait-elle ? Dans son corsage, cousu entre 2 rubans de satin, à ce qu'elle avait entendu dire. Mais M. de Plougerne n'en savait pas davantage. Personne n'avait lu les lettres. Il connaissait un jeune homme qui, pour en prendre une copie, s'était fait inutilement, pendant près de 6 mois, l'humble esclave de Madame de Lorentz. « Diable, ajouta-t-il, il ne te quitte pas des yeux, petite. Et j'oubliais en effet, tu as fait sa conquête ? Est-il vrai qu'à sa dernière soirée, au ministère, il a causé avec toi près d'1 heure ?» La jeune femme ne répondit pas. Elle n'écoutait plus. Elle restait immobile et superbe, sous le regard fixe de M. de Marcy. Puis, levant lentement la tête, le regardant à son tour, elle attendit son salut. Il s'approcha d'elle, s'inclina, et elle lui sourit alors, très doucement. Ils n'échangèrent pas un mot. Le comte retourna au milieu du groupe, où M. la Rouquette parlait très haut, en le nommant à chaque phrase « Son Excellence ». Peu à peu, pourtant, la galerie s'était remplie. Il y avait là près de 100 personnes, de hauts fonctionnaires, des généraux, des diplomates étrangers, 5 députés, 3 préfets, 2 peintres, un romancier, 2 académiciens, sans compter les officiers du palais, chambellans, aides de camp et écuyers. Le discret murmure des voix montait dans la lumière des lustres. Les familiers du château se promenaient à petits pas, tandis que les nouveaux invités, debout, n'osaient se risquer au milieu des dames. Cette première heure de gêne, entre des personnes dont plusieurs ne se connaissaient pas et qui se trouvaient tout d'un coup réunies à la porte de la salle à manger impériale, donnait au visage un air de dignité maussade. Par moments, de brusques silences se faisaient, des têtes se tournaient, vaguement anxieuses. Et le mobilier empire de la vaste pièce, les consoles à pieds droits, les fauteuils carrés, semblait augmenter encore la solennité de l'attente. « Le voici enfin !» murmura Chlorinde. Rougon venait d'entrer. Il s'arrêta un moment à 2 pas de la porte. Il avait pris son allure épaisse de bonhomme, le dos un peu gonflé, la face endormie. D'un regard, il vit le léger frisson d'hostilité que sa présence produisait au milieu de certains groupes. Puis, tranquillement, tout en distribuant quelques poignées de main, il manœuvra de façon à se trouver en face de M. de Marcy. Ils se saluèrent, parurent charmés de se rencontrer. Et, les yeux dans les yeux, en ennemis qui ont le respect de leur force, ils causèrent amicalement. Autour d'eux, un vide s'était fait. Les dames suivaient leurs moindres gestes, tandis que les hommes, affectant une grande discrétion, regardaient ailleurs, en glissant de leur côté des coups d'œil furtifs. Des chuchotements couraient dans les coins. Quel était donc le secret dessein de l'empereur ? Pourquoi mettait-il ainsi ces 2 personnages en présence ? Monsieur la Rouquette, très perplexe, crut flairer un événement grave. Il vint questionner Monsieur de Plougerne, qui s'amusa à lui répondre. « Dame, Rougon va peut-être culbuter Marcy, et l'on fera bien de le ménager, à moins pourtant que l'empereur n'ait pas songé à mal. Ça lui arrive quelquefois. Peut-être aussi a-t-il voulu prendre seulement le plaisir de les voir ensemble, en espérant qu'ils seraient drôles. » Mais les chuchotements cessèrent. Un grand mouvement eut lieu.
2 officiers du palais allaient de groupe en groupe en murmurant une phrase à demi-voix, et les invités, redevenus subitement graves, se dirigèrent vers la porte de gauche, où ils formèrent une double haie, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Près de la porte se plaça M. de Marcy, qui garda Rougon à son côté. Puis les autres personnages s'échelonnèrent, selon leur rang ou leur grade. Là, on attendit encore 3 minutes, dans un grand recueillement. La porte s'ouvrit à 2 battants. L'empereur, en habit, la poitrine barrée par la tache rouge du grand cordon, entra le premier, suivi du chambellan de service, M. de Comblot. Il eut un faible sourire en s'arrêtant devant M. de Marcy et Rougon. Il tordait sa longue moustache d'une main lente, avec un balancement de tout son corps. Puis, d'une voix embarrassée, il murmura « Vous direz à madame Rougon toute la peine que nous avons éprouvée en la sachant malade. Nous aurions vivement désiré la voir avec vous. Enfin, ce ne sera rien, il faut l'espérer. Il y a beaucoup de rhume en ce moment. » Et il passa. 2 pas plus loin, il serra la main d'un général, auquel il demanda des nouvelles de son fils, qu'il appelait « mon petit ami Gaston ». Gaston avait l'âge du prince impérial, mais il était déjà beaucoup plus fort. La haie s'inclinait à mesure qu'il avançait. Enfin, tout au bout, M. de Comblot lui présenta l'un des 2 académiciens qui venaient à la cour pour la première fois, et l'empereur parla d'une œuvre récente de l'écrivain dont il avait lu certains passages avec le plus grand plaisir, disait-il. Cependant, l'impératrice était entrée, accompagnée de madame de Lorentz. Elle portait une toilette très modeste, une robe de soie bleue, recouverte d'une tunique de dentelle blanche. À petits pas, souriante, pliant gracieusement son cou nu, où un simple velours bleu attachait un cœur de diamant, elle descendait le long de la haie formée par les dames. Des révérences, sur son passage, étalaient de larges froissements de jupe, d'où montaient des odeurs musquées. Madame de Lorentz lui présenta une jeune femme qui paraissait très émue. Madame de Comblot affecta une familiarité attendrie. Puis, quand les souverains furent au bout de la double haie, ils revinrent sur leurs pas, l'empereur en passant à son tour devant les dames, l'impératrice en remontant devant les hommes. Il y eut de nouvelles présentations. Personne ne parlait encore. Un embarras respectueux tenait les invités muets, en face les uns des autres. Mais les rangs se rompirent. Des mots furent échangés à demi-voix et des rires clairs s'élevaient lorsque l'adjudant général du palais vint dire que le dîner était servi. « Hein, tu n'as plus besoin de moi » dit gaiement M. de Plouguerne à l'oreille de Chlorinde. Elle lui sourit. Elle était restée devant M. de Marcy pour le forcer à lui offrir le bras, ce qu'il fit d'ailleurs d'un air galant. Une légère confusion régnait. L'empereur et l'impératrice passèrent les premiers, suivis des personnes désignées pour s'asseoir à leur droite et à leur gauche. C'étaient, ce jour-là, 2 diplomates étrangers, une jeune américaine et la femme d'un ministre. Derrière venaient les autres invités, à leur guise, chacun tenant à son bras la dame qui lui avait plu de choisir. Et, lentement, le défilé s'organisa. L'entrée dans la salle à manger fut d'une grande pompe. 5 lustres flambaient au-dessus de la longue table, allumant les pièces d'argenterie du surtout, des scènes de chasse, avec le cerf au départ, les cors sonnant l'halali, les chiens arrivant à la curée. La vaisselle plate mettait au bord de la nappe un cordon de lune d'argent, tandis que les flancs des réchauds où se reflétait la braise des bougies, les cristaux ruisselants de gouttes de flamme, les corbeilles de fruits et les vases de fleurs d'un rose vif faisaient du couvert impérial une splendeur dont la clarté flottante emplissait l'immense pièce. Par la porte ouverte à 2 battants, le cortège débouchait, après avoir traversé la salle des gardes, d'un pas ralenti. Les hommes se penchaient, disaient un mot, puis se redressaient, dans le secret chatouillement de vanité de cette marche triomphale. Les dames, les épaules nues, trempées de clarté, avaient une douceur ravie. Et, sur les tapis, les jupes traînantes, espaçant les couples, donnaient une majesté de plus au défilé,
qu'elles accompagnaient de leurs murmures d'étoffes riches. C'était une approche presque tendre, une arrivée gourmande dans un milieu de luxe, de lumière et de tiédeur, comme un bain sensuel où les odeurs musquées des toilettes se mêlaient à un léger fumet de gibier, relevé d'un filet de citron. Lorsque, sur le seuil, en face du développement superbe de la table, une musique militaire, cachée au fond d'une galerie voisine, les accueillait d'une fanfare pareille au signal de quelque gala de féerie, les invités, un peu gênés par leurs culottes courtes, serraient le bras des dames, involontairement, un sourire aux lèvres. Alors, l'impératrice descendit à droite et se tint debout au milieu de la table, pendant que l'empereur, passant à gauche, venait prendre place en face d'elle. Puis, lorsque les personnes désignées se furent mises à la droite et à la gauche de leur majesté, les autres couples tournèrent un instant, choisissant leur voisinage, s'arrêtant à leur guise. Ce soir-là, il y avait 87 couverts. Près de 3 minutes s'écoulèrent avant que tout le monde fût entré et placé. La moire satinée des épaules, les fleurs voyantes des toilettes, les diamants des hautes coiffures, donnaient comme un rire vivant à la grande lumière des lustres. Enfin, les valets de pied prirent les chapeaux que les hommes avaient gardés à la main, et l'on s'assit. M. de Plouguerne avait suivi Rougon. Après le potage, il lui poussa le coude en demandant « Est-ce que vous avez chargé Chlorinde de vous raccommoder avec Marcy ?» Et, du coin de l'œil, il lui montrait la jeune femme, assise de l'autre côté de la table, auprès du comte, avec lequel elle causait d'une façon tendre. Rougon, l'air très contrarié, se contenta de hausser les épaules. Puis il affecta de ne plus regarder en face de lui. Mais, malgré son effort d'indifférence, il revenait à Chlorinde. Il s'intéressait à ses moindres gestes, aux mouvements de ses lèvres, comme s'il avait voulu voir les mots qu'elle prononçait. « Monsieur Rougon, dit en se penchant madame de Comblaud, qui s'était mise le plus près possible de l'empereur, vous vous souvenez de cet accident-là ? C'est vous qui m'avez trouvé un fiacre. Tout un volant de ma robe était arraché. » Elle se rendait intéressante, en racontant que sa voiture avait failli un jour être coupée en deux par le landau d'un prince russe. Et il dut répondre. Pendant un instant, on causa de ça, au milieu de la table. On cita toutes sortes de malheurs, entre autres la chute de cheval qu'une parfumeuse du passage des Panoramas avait faite la semaine précédente, et dans laquelle elle s'était cassé un bras. L'impératrice eut un léger cri de commisération. L'empereur ne disait rien, écoutant d'un air profond, mangeant lentement. « Où donc ces fourrés de Lestan ?» demanda à son tour Rougon à M. de Plouguerne. Ils le cherchèrent. Enfin, le sénateur l'aperçut au bout de la table. Il était à côté de M. de Comblaud, parmi toute une rangée d'hommes, l'oreille tendue à des propos très libres que le brouhaha des voix couvrait. M. Larouquette avait entamé l'histoire gaillarde d'une blanchisseuse de son pays. Le chevalier Rusconi donnait des appréciations personnelles sur les Parisiennes, tandis que l'un des deux peintres et le romancier, plus bas, jugeait avec des mots crus les dames dont les bras trop gras ou trop maigres les faisaient ricaner. Et Rougon, furieusement, reportait ses regards de Chlorinde, de plus en plus aimable pour le comte, à son imbécile de mari, aveugle là-bas, souriant dignement des choses un peu fortes qu'il entendait. « Pourquoi ne s'est-il pas mis avec nous ?» murmura-t-il. « Eh, je ne le plains pas, » dit M. de Plouguerne. « On a l'air de s'amuser dans ce bout-là. » Puis il continua à son oreille. « Je crois qu'ils arrangent madame de Lorentz. Avez-vous remarqué comme elle est décolletée ? Il y en a un qui va sortir, pour sûr. Hein ? Celui de gauche. » Mais, comme il se penchait pour mieux voir madame de Lorentz, assise du même côté que lui, à 5 places de distance, il devint subitement grave. Cette dame, une belle blonde un peu forte, avait en ce moment un visage terrible, tout pâle d'une orage froide, avec des yeux bleus qui tournaient au noir, fixés ardemment sur M. de Marcy et sur Chlorinde. Et il dit entre ses dents
si bas que Rougon lui-même ne put comprendre. Diable, ça va se gâter. La musique jouait toujours, une musique lointaine qui semblait venir du plafond. À certains éclats des cuivres, les convives levaient la tête, cherchaient l'air dont ils étaient poursuivis. Puis, ils n'entendaient plus. Le chant léger des clarinettes, au fond de la galerie voisine, se confondait avec les bruits argentins de la vaisselle plate qu'on apportait par piles énormes. De grands plats avaient des sonneries étouffées de cymbales. Autour de la table, c'était un empressement silencieux, tout un peuple de domestiques s'agitant sans une parole, les huissiers en habits et en culottes bleu clair, avec l'épée et le tricorne, les valets de pied, cheveux poudrés, portant l'habit vert de grande livrée, galonnés d'or. Les mets arrivaient, les vins circulaient régulièrement, tandis que les chefs de service, les contrôleurs, le premier officier tranchant, le chef de l'argenterie, debout, surveillaient cette manœuvre compliquée, cette confusion où le rôle du dernier valet était réglé à l'avance. Derrière l'empereur et l'impératrice, les valets de chambre particuliers de leur majesté servaient avec une dignité correcte. Quand les rôtis arrivèrent et que les grands vins de Bourgogne furent versés, le tapage des voix s'éleva. Maintenant, dans le coin des hommes, au bout de la table, M. Larouquette causait cuisine, discutant le degré de cuisson d'un quartier de chevreuil à la broche qu'on venait de servir. Il y avait eu un potage à la Crécy, un saumon au bleu, un filet de bœuf sauce échalote, des poulardes à la financière, des perdrix aux choux montés, de petits pâtés aux huîtres. « Je parie que nous allons avoir des cardons au jus et des concombres à la crème, » dit le jeune député. « J'ai vu des écrevisses, » déclara poliment de Lestan. Mais comme les cardons au jus et les concombres à la crème apparaissaient, M. Larouquette triompha bruyamment. Il ajouta qu'il connaissait les goûts de l'impératrice. Cependant, le romancier regardait le peintre avec un léger claquement de langue. « Hein, cuisine médiocre » murmura-t-il. Le peintre eut une moue approbative. Puis, après avoir bu, il dit à son tour « Les vins sont exquis ». À ce moment, un rire brusque de l'impératrice sonna si haut que tout le monde se tut. Des têtes s'allongeaient pour savoir. L'impératrice causait avec l'ambassadeur d'Allemagne, placé à sa droite. Elle riait toujours en prononçant des mots entrecoupés qu'on n'entendait pas. Dans le silence curieux qui s'était fait, un cornet à piston, accompagné en sourdine par des basses, jouait un solo, une phrase mélodique de romance sentimentale. Et, peu à peu, le brouhaha grandit de nouveau. Les chaises se tournaient à demi, des coudes se posaient au bord de la nappe, des conversations intimes s'engageaient au milieu d'une liberté de table d'hôte princière. « Voulez-vous un petit four » demanda M. de Plouguerne. Rougon refusa de la tête. Depuis un instant, il ne mangeait plus. On avait remplacé la vaisselle plate par de la porcelaine de Sèvres, décorée de fines peintures bleues et roses. Tout le dessert défila devant lui, sans qu'il acceptât autre chose qu'un peu de camembert. Il ne se contraignait plus. Il regardait Chlorinde et M. de Marcy en face, largement, espérant sans doute intimider la jeune femme. Mais celle-ci affectait une familiarité telle avec le comte qu'elle semblait oublier où elle se trouvait, se croire au fond d'un étroit salon à quelques soupers fins de 2 couverts. Sa grande beauté avait un éclat de tendresse extraordinaire, et elle croquait des sucreries que le comte lui passait. Elle le conquérait de son sourire continu, d'une façon impudemment tranquille. Des chuchotements s'élevaient autour d'eux. La conversation étant tombée sur la mode, M. de Plouguerne, par malice, interpella Chlorinde au sujet de la nouvelle forme des chapeaux. Puis, comme elle feignait de n'avoir pas entendu, il se pencha pour adresser la même question à Madame de Lorentz. Mais il n'osa pas, tant cette dernière lui parut formidable, avec ses dents serrées, son masque tragique de fureur jalouse. Chlorinde, justement, venait d'abandonner sa main gauche à M. de Marcy, sous prétexte de lui montrer un camée antique qu'elle avait au doigt. Et elle laissa sa main. Le comte prit la bague, la remit. Ce fut presque indécent.
Madame de Lorentz, qui jouait nerveusement avec une cuillère, cassa son verre à Bordeaux, dont un domestique enleva vivement les éclats. « Elles se prendront au chignon, c'est certain, » dit le sénateur à l'oreille de Rougon. « Les avez-vous surveillées ? Mais du diable, si je comprends le jeu de Clorinde, hein ? Que veut-elle » Et comme il levait les yeux sur son voisin, il fut très surpris de l'altération de ses traits. « Qu'avez-vous donc ? Vous souffrez ? » ?»« Non, » répondit Rougon, « j'étouffe un peu. Ces dîners durent trop longtemps. Puis il y a une odeur de musc ici. » C'était la faim. Quelques dames mangeaient encore un biscuit, à demi renversé sur leur chaise. Cependant, personne ne bougeait. L'empereur, muet jusque-là, venait de hausser la voix, et, au debout de la table, les convives, qui avaient complètement oublié la présence de Sa Majesté, tendaient tout d'un coup l'oreille, d'un air de grande complaisance. Le souverain répondait à une dissertation de M. Belin d'Orchères contre le divorce. Puis, s'interrompant, il jeta un coup d'œil sur le corsage très ouvert de la jeune dame américaine, assise à sa gauche, en disant de sa voix pâteuse « En Amérique, je n'ai jamais vu divorcer que les femmes laides. » Un rire courut parmi les convives. Cela parut un mot d'esprit très fin, si délicat même que M. Larouquette s'ingénia à en découvrir le sens caché. La jeune dame américaine crut sans doute y voir un compliment, car elle remercia en inclinant la tête, confuse. L'empereur et l'impératrice s'étaient levés. Il y eut un grand bruissement de jupes, un piétinement autour de la table, pendant que les huissiers et les valets de pied, rangés gravement contre les murs, restaient seuls corrects au milieu de cette débandade de gens ayant bien dîné. Et le défilé s'organisa de nouveau. Leur Majesté en tête, les invités venant à la file, espacés par les longues traînes, traversant la salle des gardes avec une solennité un peu essoufflée. Derrière eux, dans le plein jour des lustres, au-dessus du désordre encore tiède de la nappe, retentissaient les coups de grosses caisses de la musique militaire, achevant la dernière figure d'un quadrille. Le café fut servi, ce soir-là, dans la galerie des cartes. Un préfet du palais apporta la tasse de l'empereur sur un plateau de vermeil. Cependant, plusieurs invités étaient déjà montés au fumoir. L'impératrice venait de se retirer avec quelques dames dans le salon de famille, à gauche de la galerie. On se disait à l'oreille qu'elle avait témoigné un vif mécontentement de l'étrange attitude de Clorinde pendant le dîner. Elle s'efforçait d'introduire à la cour, durant le séjour à Compiègne, une décence bourgeoise, un amour des jeux innocents et des plaisirs champêtres. Elle montrait une haine personnelle, comme une rancune contre certaines extravagances. M. de Plouguerne avait emmené Clorinde à l'écart, pour lui faire un bout de morale. À la vérité, il voulait la confesser, mais elle jouait une grande surprise. Où prenait-on qu'elle se fût compromise avec le comte de Marcy ? Ils avaient plaisanté ensemble, rien de plus. « Tiens, regarde » murmura le vieux sénateur. Et, poussant la porte entrebâillée d'un petit salon voisin, il lui montra madame de Lorentz faisant une scène abominable à monsieur de Marcy. Il les avait vus entrer. La belle blonde, affolée, se soulageait avec des mots très gros, perdant toute mesure, oubliant que les éclats de sa voix pouvaient amener un affreux scandale. Le comte, un peu pâle, souriant, la calmait en parlant rapidement, doucement, à voix basse. Le bruit de la querelle étant parvenu dans la galerie des cartes, les invités qui entendirent s'en allèrent du voisinage du petit salon, par prudence. « Tu veux donc qu'elle affiche les fameuses lettres aux quatre coins du château ?» demanda M. de Plouguerne, qui s'était remis à marcher après avoir donné le bras à la jeune femme. « Eh, ce serait drôle !» dit-elle en riant. Alors, tout en serrant son bras nu avec une ardeur de jeune galant, il recommença à prêcher. Il fallait laisser à madame de Comblot les allures excentriques. Puis, il lui assura que Sa Majesté paraissait fort irritée contre elle. Clorinde, qui nourrissait un culte pour l'impératrice, resta très étonnée. En quoi avait-elle pu déplaire ? Et comme ils arrivaient en face du salon de famille, ils s'arrêtèrent un instant, regardant par la porte laissée ouverte.
Tout un cercle de dames entourait une vaste table. L'impératrice, assise au milieu d'elles, leur apprenait patiemment le jeu du baguenaudier, tandis que quelques hommes, derrière les fauteuils, suivaient la leçon avec gravité. Rougon, pendant ce temps, querellait de Lestan, au bout de la galerie. Il n'avait pas osé lui parler de sa femme. Il le maltraitait à propos de la résignation qu'il mettait à accepter un appartement donnant sur la cour du château. Et il voulait le forcer à réclamer un appartement sur le parc. Mais Chlorinde s'avançait au bras de M. de Plouguerne. Elle disait, de façon à être entendue, « Laissez-moi donc tranquille avec votre Marcy. Je ne lui reparlerai de la soirée. Là, êtes-vous content ?» Cette parole calma tout le monde. Justement, M. de Marcy sortait du petit salon, l'air très gai. Il plaisanta un moment avec le chevalier Rusconi, puis entra dans le salon de famille, où l'on entendit bientôt l'impératrice et les dames rire aux éclats d'une histoire qu'il leur contait. 10 minutes plus tard, Madame de Lorentz reparut à son tour. Elle semblait lasse. Elle avait gardé un tremblement des mains. Et, voyant des regards curieux épier ses moindres gestes, elle resta là, bravement, à causer au milieu des groupes. Un ennui respectueux faisait étouffer sous les mouchoirs de légers bâillements. La soirée était l'instant pénible de la journée. Les nouveaux invités, ne sachant à quoi se distraire, s'approchaient des fenêtres, regardaient la nuit. M. Belin d'Orchères continuait dans un coin sa dissertation contre le divorce. Le romancier, qui trouvait ça crevant, demandait tout bas à l'un des académiciens s'il n'était pas permis d'aller se coucher. Cependant, l'empereur apparaissait de temps à autre, traversant la galerie en traînant les pieds, une cigarette aux lèvres. « Il a été impossible de rien organiser pour ce soir, » expliquait M. de Comblot au petit groupe formé par Rougon et ses amis. « Demain, après la chasse à courre, il y aura une curée froide au flambeau. Après-demain, les artistes de la Comédie Française doivent venir jouer les plaideurs. On parle aussi de tableaux vivants et d'une charade qu'on représenterait vers la fin de la semaine. » Et il fournit des détails. Sa femme devait avoir un rôle. Les répétitions allaient commencer. Puis il conta longuement une promenade faite l'avant-veille par la cour de la Pierre qui tourne, un monolithe druidique autour duquel on pratiquait alors des fouilles. L'impératrice avait tenu à descendre dans l'excavation. « Imaginez-vous, continua le chambellan d'une voix émue, que les ouvriers ont eu le bonheur de découvrir 2 crânes devant sa majesté. Personne ne s'y attendait. On a été très contents. » Il caressait sa superbe barbe noire, qui lui valait tant de succès parmi les dames. Sa figure de bel homme vaniteux avait une douceur niaise, et ils ésayaient en parlant, par excès de politesse. « Mais, dit Chlorinde, on m'avait assuré que les acteurs du vaudeville donneraient une représentation de la pièce nouvelle. Les femmes ont des toilettes prodigieuses, et l'on rit à se tordre, paraît-il. » Monsieur de Comblot prit un air pincé. « Oui, oui, murmura-t-il, il en a été question un instant. »« Eh bien ?» ?»« On a abandonné ce projet. L'impératrice n'aime guère ce genre de pièce. » À ce moment, il y eut un grand mouvement dans la galerie. Tous les hommes étaient redescendus du fumoir. L'empereur allait faire sa partie de palais. Madame de Comblot, qui se piquait d'une jolie force à ce jeu, venait de lui demander une revanche, car elle se rappelait avoir été battue par lui l'autre saison. Et elle prenait une humilité tendre, elle s'offrait toujours avec un sourire si net que sa majesté, gênée, intimidée, devait souvent détourner les yeux. La partie s'engagea. Un grand nombre d'invités firent cercle, jugeant les coups, s'émerveillant. La jeune femme, devant la longue table recouverte d'un drap vert, lança son premier palet, qu'elle plaça près du but, figuré par un point blanc. Mais l'empereur, montrant plus d'adresse encore, le délogea et prit la place. On applaudit doucement. Ce fut pourtant Madame de Comblot qui gagna. « Sire, qu'est-ce que nous avons joué ?» demanda-t-elle avec hardiesse. Il sourit. Il ne répondit pas. Puis, se tournant, il dit « Monsieur Rougon, voulez-vous faire une partie avec moi ?» Rougon s'inclina et prit les palets tout en parlant de sa maladresse. Un frémissement avait couru,
parmi les personnes rangées aux deux bords de la table. Est-ce que Rougon, décidément, rentrait en grâce ? Et l'hostilité sourde dans laquelle il marchait depuis son arrivée se fondait. Des têtes s'avançaient pour suivre ses palais d'un air de sympathie. Monsieur Larouquette, plus perplexe encore qu'avant le dîner, emmena sa sœur à l'écart afin de savoir à quoi s'en tenir. Mais elle ne put sans doute lui fournir aucune explication satisfaisante, car il revint avec un geste d'immense incertitude. « Ah, très bien, » murmura Chlorinde, à un coup délicatement joué par Rougon. Et elle jeta des regards significatifs aux amis du grand homme qui se trouvaient là. L'heure était bonne pour le pousser dans l'amitié de l'empereur. Elle mena l'attaque. Ce fut, pendant un instant, une pluie d'éloges. « Diable !» laissa échapper de Lestan, qui ne put trouver autre chose sous l'ordre muet des yeux de sa femme. « Et vous vous prétendiez maladroit ?» dit le chevalier Rusconi avec ravissement. « Ah, sire, je vous en prie, ne jouez pas la France avec lui. » « Mais M. Rougon se conduirait très bien à l'égard de la France, j'en suis sûr, » ajouta M. Belin d'Orchères, en donnant un air fin à sa face de dogue. Le mot était direct. L'empereur daignait sourire. Et il rit de bon cœur lorsque Rougon, embarrassé de ses compliments, répondit par cette explication d'un air modeste. « Mon Dieu, j'ai joué au bouchon quand j'étais gamin. » En entendant rire Sa Majesté, toute la galerie éclata. Ce fut, pendant un moment, une gaieté extraordinaire. Chlorinde, avec son flair de femme adroite, avait compris qu'en admirant Rougon, joueur très médiocre en somme, on flattait surtout l'empereur, qui montrait une supériorité incontestable. Cependant, M. de Plouguerne ne s'était pas encore exécuté, jalousant ce succès. Elle vint le heurter légèrement du coude comme par mégarde. Il comprit et s'extasia au premier palais lancé par son collègue. Alors, M. Larouquette, emporté, risquant tout, s'écria « Très joli, le coup est d'un moelleux !» L'empereur ayant gagné, Rougon demanda une revanche. Les palais glissaient de nouveau sur le tapis de drap vert avec un petit bruissement de feuilles sèches lorsqu'une gouvernante parut à la porte du salon de famille, tenant sur ses bras le prince impérial. L'enfant, âgé d'une vingtaine de mois, avait une robe blanche très simple, les cheveux ébouriffés, les yeux enflés de sommeil. D'ordinaire, lorsqu'il s'éveillait ainsi, le soir, on l'apportait un instant à l'impératrice pour qu'elle l'embrassât. Il regardait la lumière de cet air profondément sérieux des petits garçons. Un vieillard, un grand dignitaire, s'était précipité, traînant ses jambes goutteuses. Et se penchant, avec un tremblement sénile de la tête, il avait pris la petite main molle du prince, qu'il baisait en murmurant de sa voix cassée. « Monseigneur, monseigneur !» L'enfant, effrayé par l'approche de ce visage parcheminé, se rejeta vivement en arrière, poussa des cris terribles. Mais le vieillard ne le lâchait pas, il protestait de son dévouement. On dut arracher à son adoration la petite main molle qu'il tenait collée sur ses lèvres. « Retirez-vous, emportez-le, » dit l'empereur, impatienté, à la gouvernante. Le souverain venait de perdre la seconde partie. La belle commença. Rougon, prenant les éloges au sérieux, s'appliquait. Maintenant, Chlorinde trouvait qu'il jouait trop bien. Elle lui souffla à l'oreille au moment où il allait ramasser ses palets. « J'espère que vous n'allez pas gagner. » Il sourit. Mais, brusquement, des abois violents se firent entendre. C'était Néraud, le braque favori de l'empereur, qui, profitant d'une porte entr'ouverte, venait de s'élancer dans la galerie. Sa Majesté donnait l'ordre de l'emmener et un huissier tenait déjà le chien par le collier quand le vieillard, le grand dignitaire, se précipita de nouveau en s'écriant « Mon beau Néraud, mon beau Néraud !» Et il s'agenouilla presque sur le tapis pour le prendre entre ses bras tremblants. Il lui serrait le museau contre sa poitrine, il lui posait de gros baisers sur la tête, répétant « Je vous en prie, sire, ne le renvoyez pas, il est si beau !» L'empereur consentit à ce qu'il restât. Alors le vieillard eut un redoublement de caresses. Le chien ne s'épouvanta pas,
ne grogna pas, il lécha les mains sèches qui le flattaient. Rougon, pendant ce temps, faisait des fautes. Il avait lancé un palais avec une telle gaucherie que la rondelle de plomb garnie de drap était sautée dans le corsage d'une dame, qui la retira du milieu de ses dentelles en rougissant. L'empereur gagna. Alors, délicatement, on lui laissa entendre qu'il avait remporté là une victoire sérieuse. Il en conçut une sorte d'attendrissement. Il s'en alla avec Rougon, causant, comme s'il croyait devoir le consoler. Ils marchèrent jusqu'au bout de la galerie, abandonnant la largeur de la pièce à un petit bal qu'on organisait. L'impératrice, qui venait de quitter le salon de famille, s'efforçait, avec une bonne grâce charmante, de combattre l'ennui grandissant des invités. Elle avait proposé de jouer au petit papier. Mais il était déjà trop tard, on préféra danser. Toutes les dames se trouvaient alors réunies dans la galerie des cartes. On envoya au fumoir chercher les hommes qui s'y cachaient. Et comme on se mettait en place pour un quadrille, M. de Comblaud s'assit obligeamment devant le piano. C'était un piano mécanique, avec une petite manivelle, à droite du clavier. Le chambellan, d'un mouvement continu du bras, tournait, l'air sérieux. « Monsieur Rougon, disait l'empereur, on m'a parlé d'un travail. Un parallèle entre la Constitution anglaise et la nôtre. Je pourrais peut-être vous fournir des documents. Votre Majesté est trop bonne, mais je nourris un autre projet, un vaste projet. » Et Rougon, voyant le souverain si affectueux, voulut profiter de l'occasion. Il expliqua son affaire tout au long, son rêve de grande culture dans un coin des Landes, le défrichement de plusieurs lieues carrées, la fondation d'une ville, la conquête d'une nouvelle terre. Pendant qu'il parlait, l'empereur levait sur lui ses yeux mornes, où une lueur s'allumait. Il ne disait rien. Il hochait la tête par moments, puis, quand l'autre se tut, « Sans doute, on pourrait voir ». Et, se tournant vers un groupe voisin composé de Chlorinde, de son mari et de M. de Plouguerne, « Monsieur de Lestan, donnez-nous donc votre avis. J'ai gardé le meilleur souvenir de ma visite à votre ferme modèle de la Chamade. » De Lestan s'approcha, mais le cercle qui se formait autour de l'empereur dut reculer jusque dans l'embrasure d'une fenêtre. Madame de Comblaud, en valsant, à demi pâmée entre les bras de M. la Rouquette, venait d'envelopper, d'un frôlement de sa longue traîne, les bas de soie de sa majesté. Au piano, M. de Comblaud goûtait la musique qu'il faisait. Il tournait plus vite, il balançait sa belle tête correcte. Et, par moments, il abaissait un regard sur la caisse de l'instrument, comme surpris des sons graves que certains tours de la manivelle ramenaient. « J'ai eu le bonheur d'obtenir des veaux superbes cette année, grâce à un nouveau croisement de races, » expliquait de Lestan. « Malheureusement, quand votre Majesté est venue, les parcs étaient en réparation. » Et l'empereur parla culture, élevage, engrais, lentement, par monosyllabes. Depuis sa visite à la Chamade, il tenait de Lestan en grande estime. Il louait surtout celui-ci d'avoir tenté pour le personnel de sa ferme un essai de vie en commun avec tout un système de partage de certains bénéfices et de caisses de retraite. Lorsqu'ils causaient ensemble, ils avaient des communautés d'idées, des coins d'humanitairerie qui les faisaient se comprendre à demi-mot. « Monsieur Rougon vous a parlé de son projet » demanda l'empereur. « Oh, un projet superbe » répondit de Lestan. « On pourrait tenter en grand des expériences. » Il montra un véritable enthousiasme. La race porcine le préoccupait. Les beaux types se perdaient en France. Puis, il laissa entendre qu'il étudiait un nouvel aménagement des prairies artificielles. Mais il faudrait d'immenses terrains. Si Rougon réussissait, il irait là-bas appliquer son procédé. Et brusquement, il s'arrêta. Il venait d'apercevoir sa femme qui le regardait d'un regard fixe. Depuis qu'il approuvait le projet de Rougon, elle pinçait les lèvres, furieuse, toute pâle. « Mon ami !» murmura-t-elle en lui montrant le piano. M. de Comblaud, les doigts rompus, ouvrait la main qu'il refermait ensuite, doucement, pour se délasser. Il allait attaquer une polka, avec le sourire complaisant d'un martyr, lorsque de Lestan courut lui offrir de le remplacer, ce qu'il accepta d'un air poli, comme s'il cédait une place d'honneur.
et de l'estan, attaquant la polka, se mit à tourner la manivelle. Mais c'était autre chose. Il n'avait pas le jeu souple, le tour de poignet facile et moelleux du chambellan. Rougon, pourtant, voulait obtenir un mot décisif de l'empereur. Celui-ci, très séduit, lui demandait maintenant s'il ne comptait pas établir là-bas de vastes cités ouvrières. Il serait aisé d'accorder à chaque famille un bout de terrain, une petite concession d'eau, des outils. Et il promettait même de lui communiquer des plans, le projet d'une de ces cités qu'il avait jeté lui-même sur le papier, avec des maisons uniformes où tous les besoins étaient prévus. « Certainement, j'entre tout à fait dans les idées de votre majesté, répondit Rougon, que le socialisme nuageux du souverain impatientait. Nous ne pourrons rien faire sans elle. Ainsi, il faudra sans doute exproprier certaines communes. L'utilité publique devra être déclarée. Enfin, j'aurai à m'occuper de la formation d'une société. Un mot de votre majesté est nécessaire. » L'œil de l'empereur s'éteignit. Il continuait à hocher la tête. Puis, sourdement, d'une voix à peine distincte, il répéta « Nous verrons, nous en causerons. » Et il s'éloigna, traversant de sa marche alourdie la figure d'un quadrille. Rougon fit bonne contenance, comme s'il avait eu la certitude d'une réponse favorable. Chlorinde était radieuse. Peu à peu, parmi les hommes graves qui ne dansaient pas, la nouvelle courut que Rougon quittait Paris, qu'il allait se mettre à la tête d'une grande entreprise dans le Midi. Alors on vint le féliciter. On lui souriait d'un bout de la galerie à l'autre. Il ne restait plus trace de l'hostilité du premier moment. Puisqu'il s'exilait de lui-même, on pouvait lui serrer la main, sans courir le risque de se compromettre. Ce fut un véritable soulagement pour beaucoup d'invités. Monsieur Larouquette, quittant la danse, en parla au chevalier Rusconi, d'un air enchanté d'homme mis à l'aise. « Il fait bien, il accomplira de grandes choses là-bas, dit-il. Rougon est un homme très fort. Mais, voyez-vous, il manque de tact en politique. » Ensuite, il s'attendrit sur la bonté de l'empereur, qui, selon son expression, aimait ses vieux serviteurs comme on aime d'anciennes maîtresses. Il s'acoquinait à eux, il éprouvait des regains de tendresse après les ruptures les plus éclatantes. S'il avait invité Rougon à Compiègne, c'était sûrement par quelque muette lâcheté de cœur, et le jeune député cita d'autres faits à l'honneur des bons sentiments de sa majesté. 400 000 francs donnés pour payer les dettes d'un général ruiné par une danseuse, 800 000 francs offerts en cadeau de noces à un de ses anciens complices de Strasbourg et de Boulogne. Près d'1 million dépensé en faveur de la veuve d'un grand fonctionnaire. « Sa cassette est au pillage, » dit-il en terminant. « Il ne s'est laissé nommer empereur que pour enrichir ses amis. Je hausse les épaules quand j'entends les républicains lui reprocher sa liste civile. Il épuiserait 10 listes civiles à faire le bien. C'est un argent qui retourne à la France. » Tout en parlant à demi-voix, M. Larouquette et le chevalier Rusconi suivaient des yeux l'empereur. Celui-ci achevait de faire le tour de la galerie. Il manœuvrait prudemment au milieu des danseuses, s'avançant muet et seul, dans le vide que le respect ouvrait devant lui. Quand il passait derrière les épaules nues d'une dame assise, il allongeait un peu le cou, les paupières pincées, avec un regard oblique et plongeant. « Et une intelligence !» dit, à voix plus basse, le chevalier Rusconi. « Un homme extraordinaire !» L'empereur était arrivé près d'eux. Il resta là 1 minute, morne et hésitant. Puis, il parut vouloir s'approcher de Chlorinde, très gaie en ce moment, très belle. Mais elle le regarda hardiment, elle dut l'effrayer. Il se remit à marcher, la main gauche rejetée et appuyée sur les reins, roulant d'une autre main les bouts cirés de ses moustaches. Et, comme M. Belin d'Orcher se trouvait en face de lui, il fit un détour, se rapprocha de Biais en disant « Vous ne dansez donc pas, monsieur le président ?» Le magistrat avoua qu'il ne savait pas danser, qu'il n'avait jamais dansé de sa vie. Alors l'empereur reprit, d'une voix encourageante « Ça ne fait rien, on danse tout de même. » Ce fut son dernier mot. Il gagna doucement la porte, il disparut. « N'est-ce pas un homme extraordinaire ?» disait M. Larouquette, qui répétait le mot du chevalier Rusconi. « Hein ? À l'étranger, on se préoccupe énormément de lui. »
Le chevalier, en diplomate discret, répondit par de vagues signes de tête. Pourtant, il convint que toute l'Europe avait les yeux fixés sur l'empereur. Une parole prononcée aux Tuileries ébranlait les trônes voisins. « C'est un prince qui sait se taire », ajouta-t-il, avec un sourire dont la fine ironie échappa au jeune député. Tous deux retournèrent galamment auprès des dames. Ils firent des invitations pour le prochain quadrille. Un aide de camp tournait depuis un quart d'heure la manivelle du piano. De Lestan et M. de Comblot se précipitèrent, offrant de le remplacer. Mais les dames crièrent « Monsieur de Comblot, Monsieur de Comblot, il tourne beaucoup mieux !» Le chambellan remercia d'un salut aimable et tourna avec une ampleur vraiment magistrale. Ce fut le dernier quadrille. On venait de servir le thé dans le salon de famille. Néraud, qui sortit de derrière un canapé, fut bourré de sandwichs. De petits groupes se formaient, causant d'une façon intime. M. de Plouguerne avait emporté une brioche sur le coin d'une console. Il mangeait, buvant de légères gorgées de thé, expliquant à Delestan, avec lequel il partageait sa brioche, comment il avait fini par accepter des invitations à Compiègne, lui dont on connaissait les opinions légitimistes. Mon Dieu, c'était bien simple. Il croyait ne pas pouvoir refuser son concours à un gouvernement qui sauvait la France de l'anarchie. Il s'interrompit pour dire « Elle est excellente, cette brioche. Moi, j'avais assez mal dîné ce soir. » À Compiègne, d'ailleurs, sa verve méchante était toujours en éveil. Il parla de la plupart des femmes présentes avec une crudité de parole dont Delestan rougissait. Il ne respectait que l'impératrice, une sainte. Elle montrait une dévotion exemplaire. Elle était légitimiste et aurait sûrement rappelé Henri V si elle avait pu disposer librement du trône. Pendant un instant, il célébra les douceurs de la religion. Puis, comme il entamait de nouveau une anecdote graveleuse, l'impératrice justement rentra dans ses appartements, suivie de madame de Lorentz. Sur le seuil de la porte, elle fit une grande révérence à l'assemblée. Tout le monde, silencieusement, s'inclina. Les salons se vidèrent. On causait plus fort, des poignées de main s'échangeaient. Quand Delestan chercha sa femme pour monter à leur chambre, il ne la trouva plus. Enfin, Rougon, qui l'aidait, finit par la découvrir, assise à côté de M. de Marcy, sur un étroit canapé au fond de ce petit salon où madame de Lorentz avait fait au comte une si terrible scène de jalousie après le dîner. Chlorinde riait très haut. Elle se leva en apercevant son mari. Elle dit, sans cesser de rire, « Bonsoir, monsieur le comte. Vous verrez demain, pendant la chasse, si je tiens mon pari. » Rougon la suivit des yeux, tandis que Delestan l'emmenait à son bras. Il aurait voulu les accompagner jusqu'à la porte pour lui demander quel était ce pari dont elle parlait. Mais il dut rester là, retenu par M. de Marcy, qui le traitait avec un redoublement de politesse. Quand il fut libre, au lieu de monter se coucher, il profita d'une porte ouverte, il descendit dans le parc. La nuit était très sombre, une nuit d'octobre, sans une étoile, sans un souffle, noire et morte. Au loin, les hautes futaies mettaient des promontoires de ténèbres. Il avait peine à distinguer devant lui la pâleur des allées. À 100 pas de la terrasse, il s'arrêta. Son chapeau à la main, debout dans la nuit, il reçut un instant au visage toute la fraîcheur qui tombait. Ce fut un soulagement, comme un bain de force. Et il s'oublia à regarder sur la façade, à gauche, une fenêtre vivement éclairée. Les autres fenêtres s'éteignaient. Elle troua bientôt seule de son flamboiement la masse endormie du château. L'empereur veillait. Brusquement, il crut voir son ombre, une tête énorme, traversée par des bouts de moustache. Puis, 2 autres ombres passèrent, l'une très grêle, l'autre forte, si large qu'elle bouchait toute la clarté. Il reconnut nettement, dans cette dernière, la colossale silhouette d'un agent de la police secrète, avec lequel Sa Majesté s'enfermait pendant des heures, par goût. Et l'ombre grêle ayant passé de nouveau, il supposa qu'elle pouvait bien être une ombre de femme. Tout disparut, la fenêtre reprit son éclat tranquille, la fixité de son regard de flamme, perdu dans les profondeurs mystérieuses du parc.
Peut-être, maintenant, l'empereur songeait-il au défrichement d'un coin des Landes, à la fondation d'une ville ouvrière, où l'extinction du paupérisme serait tentée en grand. Souvent, il se décidait la nuit. C'était la nuit qu'il signait des décrets, écrivait des manifestes, destituait des ministres. Cependant, peu à peu, Rougon souriait. Il se rappelait invinciblement une anecdote. L'empereur, en tablier bleu, coiffé d'un bonnet de police fait d'un morceau de journal, collant du papier à 3 francs le rouleau, dans une pièce de Trianon, pour y loger une maîtresse. Et il se l'imaginait, à cette heure, dans la solitude de son cabinet, au milieu du solennel silence, découpant des images qu'il collait à l'aide d'un petit pinceau, très proprement. Alors, Rougon, levant les bras, se surprit à dire tout haut : « Sa bande l'a fait, lui !» Il se hâta de rentrer. Le froid le prenait, surtout aux jambes, que sa culotte découvrait jusqu'aux genoux. Le lendemain, vers 9 heures, Chlorinde lui envoya Antonia qu'elle avait amenée pour demander s'il pouvait, son mari et elle, venir déjeuner chez lui. Il s'était fait monter une tasse de chocolat. Il les attendit. Antonia les précéda, apportant le large plateau d'argent sur lequel on leur avait servi, dans leur chambre, 2 tasses de café. « Hein ? Ce serait plus gai, dit Chlorinde en entrant. Vous avez le soleil de ce côté-ci. Oh, vous êtes beaucoup mieux que nous. » Et elle visita l'appartement. Il se composait d'une antichambre dans laquelle se trouvait, à droite, la porte d'un cabinet de domestique. Au fond était la chambre à coucher, une vaste pièce tendue de cretonne écrue à grosses fleurs rouges, avec un grand lit d'acajou carré et une immense cheminée où flambaient des troncs d'arbres. « Parbleu !» criait Rougon, « il fallait réclamer. Moi, je n'aurais pas accepté un appartement sur la cour. Ah, si l'on courbe les chines ! Je l'ai dit hier soir à Delestan. » La jeune femme haussa les épaules en murmurant : « Lui, il tolérerait qu'on me logeât dans les greniers. » Elle voulut voir jusqu'au cabinet de toilette, dont toute la garniture était en porcelaine de Sèvres, blanc et or, marqué du chiffre impérial. Puis elle vint devant la fenêtre. Un léger cri de surprise et d'admiration lui échappa. En face d'elle, à des lieues, la forêt de Compiègne emplissait l'horizon de la mer roulante de ses hautes futaies. Des cimes monstrueuses moutonnaient, se perdaient dans un balancement ralenti de houle. Et, sous le soleil blond de cette matinée d'octobre, c'étaient des mares d'or, des mares de pourpre, une richesse de manteaux galonnés traînant d'un bord du ciel à l'autre. « Voyons, déjeunons, » dit Chlorinde. Ils débarrassèrent une table sur laquelle se trouvaient un encrier et un buvard. Ils trouvèrent piquant de se passer de leur domestique. La jeune femme, très rieuse, répétait qu'il lui avait semblé le matin se réveiller à l'auberge, une auberge tenue par un prince au bout d'un long voyage fait en rêve. Ce déjeuner de hasard, sur des plateaux d'argent, la ravissait comme une aventure qui lui serait arrivée dans quelque pays inconnu, tout là-bas, disait-elle. Cependant, Delestan s'émerveillait sur la quantité de bois brûlant dans la cheminée. Il finit par murmurer, les yeux sur les flammes, d'un air absorbé : « Je me suis laissé compter qu'on brûle pour 1500 francs de bois par jour au château. 1500 francs, hein ? Rougon, le chiffre ne vous paraît pas un peu fort ?» Rougon, qui buvait lentement son chocolat, se contenta de hocher la tête. Il était très préoccupé par la gaieté vive de Chlorinde. Ce matin-là, elle semblait s'être levée avec une fièvre extraordinaire de beauté. Elle avait ses grands yeux luisants de combat. « Quel est donc ce Paris dont vous parliez hier soir ?» lui demanda-t-il brusquement. Elle se mit à rire, sans répondre. Et comme il insistait : « Vous verrez bien, » dit-elle. Alors, peu à peu, il se fâcha. Il la traita durement. Ce fut une véritable scène de jalousie, avec des allusions d'abord voilées, qui devinrent bientôt des accusations toutes crues. Elle s'était donnée en spectacle. Elle avait laissé ses doigts dans ceux de M. de Marcy pendant plus de 2 minutes. Delestan, d'un air tranquille, trempait de longues mouillettes dans son café au lait. « Ah, si j'étais votre mari !» cria Rougon. Chlorinde s'était levée.
Elle se tenait debout derrière Delestan, les 2 mains appuyées sur ses épaules. « Eh bien, quoi, si vous étiez mon mari ?» demanda-t-elle. Et se penchant vers Delestan, parlant dans ses cheveux qu'elle soulevait d'un souffle tiède, « N'est-ce pas, mon ami ? Il serait bien sage, aussi sage que toi. » Pour toute réponse, il plia le cou et baisa la main appuyée sur son épaule gauche. Il regardait Rougon, la face émue et embarrassée, clignant les yeux, voulant lui faire entendre qu'il allait peut-être un peu loin. Rougon faillit l'appeler imbécile. Mais Chlorinde, ayant fait un signe par-dessus la tête de son mari, il la suivit à la fenêtre, où elle s'accouda. Un instant, elle resta muette, les yeux perdus sur l'immense horizon. Puis elle dit, sans transition, « Pourquoi voulez-vous quitter Paris ? Vous ne m'aimez donc plus ? Écoutez, je serai raisonnable, je suivrai vos conseils si vous renoncez à vous exiler là-bas dans votre abominable pays. » Lui, à ce marché, devint très grave. Il mit en avant les grands intérêts auxquels il obéissait. Maintenant, il était impossible qu'il reculât. Et pendant qu'il parlait, Chlorinde cherchait vainement à lire la vérité vraie sur son visage. Il semblait très décidé à partir. « C'est bon, vous ne m'aimez plus, » reprit-elle. « Alors je suis bien maîtresse d'agir à ma guise. Vous verrez. » Elle quitta la fenêtre sans contrariété, retrouvant son rire. Delestan, que le feu continuait à intéresser, cherchait à déterminer le nombre approximatif des cheminées du château. Mais elle l'interrompit, car elle avait tout juste le temps de s'habiller si elle ne voulait pas manquer la chasse. Rougon les accompagna jusque dans le corridor, un large couloir de couvent garni d'une moquette verte. Chlorinde, en s'en allant, s'amusa à lire de porte en porte les noms des invités, écrits sur des petites pancartes encadrées de minces filets de bois. Puis, tout au bout, elle se retourna, et, croyant voir Rougon perplexe, comme près de la rappeler, elle s'arrêta, attendit quelques secondes, l'air souriant. Il rentra chez lui, il ferma sa porte d'une main brutale. Le déjeuner fut avancé ce matin-là. Dans la galerie des cartes, on causa beaucoup du temps qui était excellent pour une chasse à courre. Une poussière diffuse de soleil, un air blond et vif, immobile comme une eau dormante. Les voitures de la cour partirent du château un peu avant midi. Le rendez-vous était au Puy du Roi, vaste carrefour en pleine forêt. La vénerie impériale attendait là depuis 1 heure, les piqueurs à cheval en culottes de drap rouge, avec le grand chapeau galonné en bataille, les valets de chiens, chaussés de souliers noirs à boucles d'argent pour courir à l'aise au milieu des taillis, et les voitures des invités venus des châteaux voisins, alignées correctement, formaient un demi-cercle en face de la meute tenue par les valets. Tandis que des groupes de dames et de chasseurs en uniforme faisaient au centre un sujet de tableau ancien, une chasse sous Louis XV, ressuscitée dans l'air blond. L'empereur et l'impératrice ne suivirent pas la chasse. Aussitôt après l'attaque, leurs chars à bancs tournèrent dans une allée et revinrent au château. Beaucoup de personnes les imitèrent. Rougon avait d'abord essayé d'accompagner Chlorinde, mais elle lançait son cheval si follement qu'il perdit du terrain et se décida à rentrer de dépit, furieux de la voir galoper côte à côte avec M. de Marcy au fond d'une allée, très loin. Vers 5h30, Rougon fut prié de descendre prendre le thé dans les petits appartements de l'impératrice. C'était une faveur accordée d'ordinaire aux hommes spirituels. Il y avait déjà là M. Belin d'Orchères et M. de Plouguerne. Et ce dernier conta, en termes délicats, une farce très grosse qui eut un grand succès de rire. Cependant, les chasseurs rentraient à peine. Madame de Comblaud arriva, en affectant une lassitude extrême. Et, comme on lui demandait des nouvelles, elle répondit avec des mots techniques. « Oh, l'animal s'est fait battre pendant plus de 4 heures. Imaginez qu'il a débouché un instant en plaine. Il avait repris un peu d'air. Enfin, il est allé se laisser prendre à la mare rouge. Un alali superbe. » Le chevalier Rusconi donna un autre détail, d'un air inquiet. « Le cheval de madame de Lestan s'est emporté. Elle a disparu du côté de la route de Pierrefonds. On n'a pas encore de ses nouvelles. » Alors on l'accabla de questions.
L'impératrice paraissait désolée. Il raconta que Chlorinde avait suivi tout le temps d'un train d'enfer. Son allure enthousiasmait les veneurs les plus accomplis. Puis, brusquement, son cheval s'était dérobé dans une allée latérale. « Oui, » ajouta M. Larouquette, qui brûlait de placer un mot, « elle avait cravaché cette pauvre bête avec une violence. M. de Marcy s'était lancé derrière elle pour lui porter secours. Il n'a pas reparu non plus. » Madame de Lorentz, assise derrière sa majesté, se leva. Elle crut qu'on la regardait en souriant. Elle devint toute blême. Maintenant, la conversation roulait sur les dangers qu'on courait à la chasse. Un jour, le cerf, réfugié dans la cour d'une ferme, s'était retourné si terriblement contre les chiens qu'une dame avait eu une jambe cassée au milieu de la bagarre. Puis, on fit des suppositions. Si M. de Marcy était parvenu à maîtriser le cheval de Madame de Lestan, peut-être avait-il mis pied à terre. Tous les deux, pour se reposer quelques minutes. Des abris, des huttes, des hangars, des pavillons abondaient dans la forêt. Et il sembla à Madame de Lorentz que les sourires redoublaient, tandis qu'on guettait du coin de l'œil sa fureur jalouse. Rougon se taisait, battant fiévreusement une marche sur ses genoux, du bout des doigts. « Bah, quand il passerait la nuit dehors, dit entre ses dents M. de Plouguerne. L'impératrice avait donné des ordres pour que Chlorinde fût invitée à venir prendre le thé si elle rentrait. Tout d'un coup, il y eut de légères exclamations. La jeune femme était sur le seuil de la porte, le teint vif, souriante, triomphante. Elle remercia Sa Majesté de l'intérêt qu'elle lui témoignait et, d'un air tranquille, « Mon Dieu, je suis désolée. On a eu tort de s'inquiéter. J'avais fait avec M. de Marcy le pari d'arriver la première à la mort du cerf. Sans ce maudit cheval... » Puis elle ajouta gaiement, « Nous n'avons perdu ni l'un ni l'autre, voilà tout. » Mais elle dut raconter l'aventure plus au long. Elle n'éprouva pas la moindre gêne. Après 10 minutes d'un galop furieux, son cheval s'était abattu, sans qu'elle eût aucun mal. Alors, comme elle chancelait un peu d'émotion, M. de Marcy l'avait fait entrer un instant sous un hangar. « Nous avions deviné, » cria M. Larouquette. « Vous dites sous un hangar, moi, j'aurais dit dans un pavillon. »« Vous deviez être bien mal là-dessous, » ajouta méchamment M. de Plouguerne. Chlorinde, sans cesser de sourire, répondit avec une lenteur heureuse. « Non, je vous assure, il y avait de la paille. Je me suis assise. Un grand hangar plein de toiles d'araignée. La nuit tombait. C'était très drôle. » Et, regardant en face Madame de Lorentz, elle continua, d'une voix plus traînante encore, qui donnait aux mots une valeur particulière. « Monsieur de Marcy a été très bon pour moi. » Depuis que la jeune femme racontait son accident, Madame de Lorentz appuyait violemment 2 doigts de sa main contre ses lèvres. Au dernier détail, elle ferma les yeux, comme prise d'un vertige de colère. Elle resta là encore 1 minute. Puis, ne se contenant plus, elle sortit. M. de Plouguerne, très intrigué, se glissa derrière elle. Chlorinde, qui la guettait, eut un geste involontaire de victoire. La conversation changea. M. Belin d'Orchères parlait d'un procès scandaleux dont l'opinion se préoccupait beaucoup. Il s'agissait d'une demande en séparation fondée sur l'impuissance du mari. Et il rapportait certains faits avec des phrases si décentes de magistrat que Madame de Comblot, ne comprenant pas, demandait des explications. Le chevalier Rusconi plut énormément en chantant à demi-voix des chansons populaires du Piémont, des vers d'amour, dont il donnait ensuite la traduction française. Au milieu d'une de ces chansons, de Lestan entra. Il revenait de la forêt où il battait les routes depuis 2 heures à la recherche de sa femme. On sourit de l'étrange figure qu'il avait. Cependant, l'impératrice semblait prise tout d'un coup d'une vive amitié pour Chlorinde. Elle l'avait fait asseoir à son côté. Elle causait chevaux avec elle. Pyrame, le cheval monté par la jeune femme pendant la chasse, était d'un galop très dur, et elle disait que, le lendemain, elle lui ferait donner César. Rougon, dès l'arrivée de Chlorinde, s'était approché d'une fenêtre en affectant d'être très intéressé par des lumières qui s'allumaient au loin, à gauche du parc.
Personne ainsi ne put voir les légers tressaillements de sa face. Il demeura longtemps debout, devant la nuit. Enfin, il se retournait, l'air impassible, lorsque M. de Plouguerne, qui rentrait, s'approcha de lui, souffla à son oreille d'une voix enfiévrée de curieux satisfait. « Oh, une scène épouvantable! Vous avez vu? Je l'ai suivie. Elle a justement rencontré Marcy au bout des couloirs. Ils sont entrés dans une chambre. Là, j'ai entendu Marcy lui dire carrément qu'elle l'assommait. Elle est repartie comme une folle, en se dirigeant vers le cabinet de l'empereur. Ma foi, oui, je crois qu'elle est allée mettre sur le bureau de l'empereur les fameuses lettres. » À ce moment, madame de Lorentz reparut. Elle était toute blanche, les cheveux envolés sur les tempes, la laine courte. Elle reprit sa place derrière l'impératrice, avec le calme désespéré d'un patient qui vient de pratiquer sur lui-même quelque terrible opération dont il peut mourir. « Pour sûr, elle a lâché les lettres, » répéta M. de Plouguerne en l'examinant. Et, comme Rougon semblait ne pas le comprendre, il alla se pencher derrière Chlorinde, lui racontant l'histoire. Elle l'écoutait ravie, les yeux allumés d'une joie luisante. Ce fut seulement au sortir des petits appartements de l'impératrice, quand vint l'heure du dîner, que Chlorinde parut apercevoir Rougon. Elle lui prit le bras, elle lui dit, tandis que de Lestan marchait derrière eux. « Eh bien, vous avez vu, si vous aviez été gentil ce matin, je n'aurais pas failli me casser les jambes. » Le soir, il y eut une curée froide au flambeau, dans la cour du palais. En quittant la salle à manger, le cortège des invités, au lieu de revenir immédiatement à la galerie des cartes, se dispersa dans les salons de la façade, dont les fenêtres furent ouvertes toutes grandes. L'empereur prit place sur le balcon central, où une vingtaine de personnes purent le suivre. En bas, de la grille au vestibule, 2 files de valets de pied en grande livrée, les cheveux poudrés, ménageaient une large allée. Chacun d'eux tenait une longue pique, au bout de laquelle flambaient des étoupes dans des gobelets remplis d'esprit de vin. Ces hautes flammes vertes dansaient en l'air, comme flottantes et suspendues, tachant la nuit sans l'éclairer, ne tirant du noir que la double rangée des gilets écarlates qu'elle rendait violâtres. Des 2 côtés de la cour, une foule s'entassait, des bourgeois de Compiègne avec leurs dames, des visages blafards grouillant dans l'ombre, d'où par moments un reflet des étoupes faisait sortir quelque tête abominable, une face verte grisée de petits rentiers. Puis, au milieu, devant le perron, les débris du cerf, en tas sur le pavé, étaient recouverts de la peau de l'animal, étalés, la tête en avant. Tandis que, à l'autre bout, contre la grille, la meute attendait, entourée des piqueurs. Là, des valets de chiens en habits verts, avec de grands bas de coton blanc, agitaient des torches. Une vive clarté rougeâtre, traversée de fumée dont la suie roulait vers la ville, mettait, dans une lueur de fournaise, les chiens serrés les uns contre les autres, soufflant fortement, les gueules ouvertes. L'empereur resta debout. Par instants, un éclat brusque des torches montrait sa face vague, impénétrable. Chlorinde, pendant tout le dîner, avait épié chacun de ses gestes, sans surprendre en lui qu'une fatigue morne, l'humeur chagrine d'un malade souffrant en silence. Une seule fois, elle crut le voir regarder M. de Marcy obliquement de son regard gris que ses paupières éteignaient. Au bord du balcon, il demeurait maussade, un peu voûté, tordant sa moustache, pendant que, derrière lui, les invités se haussaient pour voir. « Allez, Firmin, » dit-il comme impatienté. Les piqueurs sonnaient la royale. Les chiens donnaient de la voix, hurlaient, le cou tendu, dressés à demi sur leurs pattes de derrière, dans un élan d'effroyable vacarme. Tout d'un coup, au moment où un valet montrait la tête du cerf à la meute affolée, Firmin, le maître d'équipage, placé sur le perron, abaissa son fouet, et la meute, qui attendait ce signal,
traversa la cour en 3 bonds, les flancs haletants d'une rage d'appétit. Mais Firmin avait relevé son fouet. Les chiens, arrêtés à quelque distance du cerf, s'aplatirent un instant sur le pavé, l'échine secouée de frissons, la gueule cassée d'aboiements de désir. Et ils durent reculer, ils retournèrent se ranger à l'autre bout, près de la grille. « Oh, les pauvres bêtes !» dit madame de Comblaud d'un air de compassion langoureuse. « Superbe !» cria monsieur Larouquette. Le chevalier Rusconi applaudissait. Des dames se penchaient, très excitées, avec de petits battements au coin des lèvres, le cœur tout gonflé du besoin de voir les chiens manger. On ne leur donnait pas leurs os tout de suite. C'était très émotionnant. « Non, non, pas encore !» murmuraient des voix grasses. Cependant, Firmin, à 2 reprises, avait levé et baissé son fouet. La meute écumait, exaspérée. À la 3e fois, le maître d'équipage ne releva pas le fouet. Le valet s'était sauvé en emportant la peau et la tête du cerf. Les chiens se ruèrent, se vautrèrent sur les débris. Leurs abois furieux s'apaisaient dans un grognement sourd, un tremblement convulsif de jouissance. Des os craquaient. Alors, sur le balcon, aux fenêtres, ce fut une satisfaction. Les dames avaient des sourires aigus, en serrant leurs dents blanches. Les hommes soufflaient, les yeux vifs, les doigts occupés à tordre quelques cure-dents apportés de la salle à manger. Dans la cour, il y eut comme une soudaine apothéose. Les piqueurs sonnaient des fanfares, les valets de chiens secouaient les torches. Des flammes de Bengale brûlaient, sanglantes, incendiant la nuit, baignant les têtes placides des bourgeois de Compiègne, entassés sur les côtés, d'une pluie rouge à larges gouttes. L'empereur, tout de suite, tourna le dos, et comme Rougon se trouvait à côté de lui, il parut sortir de la profonde rêverie qui le tenait maussade depuis le dîner. « Monsieur Rougon, dit-il, j'ai songé à votre affaire. Il y a des obstacles, beaucoup d'obstacles. » Il s'arrêta, il ouvrit les lèvres, les referma. Puis, s'en allant, il dit encore « Il faut rester à Paris, monsieur Rougon. » Chlorinde, qui entendit, eut un geste vif de triomphe. Le mot de l'empereur ayant couru, tous les visages redevinrent graves et anxieux, pendant que Rougon traversait lentement les groupes, se dirigeant vers la galerie des cartes. Et, en bas, les chiens achevaient leurs os. Ils se coulaient furieusement les uns sous les autres pour arriver au milieu du tas. C'était une nappe d'échine mouvante, les blanches, les noires, se poussant, s'allongeant, s'étalant comme une mare vivante, dans un ronflement vorace. Les mâchoires se hâtaient, mangeaient vite, avec la fièvre de tout manger. De courtes querelles se terminaient par un hurlement. Un gros braque, une bête superbe, fâché d'être trop au bord, recula et s'élança d'un bond au milieu de la bande. Il fit son trou. Il but un lambeau des entrailles du cerf.